Williams, 9 titres constructeurs, 7 titres pilotes et 114 victoires. C'est l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la Formule 1 et en 2020, ils ont marqué 0 points. Oui, 0. Une équipe avec 114 victoires au compteur qui ne marque pas un seul point de toute la saison. Alors la question est simple, comment une équipe comme ça peut survivre? Comment elle continue d'exister? Et surtout, comment elle paye pour tout ça? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre une chose que beaucoup de gens ne savent pas en Formule 1. La Formule 1, ce n'est pas juste un sport, c'est une machine à argent. Et cette machine, elle est conçue pour que tout le monde survive, même les derniers et même les perdants. On commence par la base. Comment est-ce qu'une équipe de Formule 1 gagne de l'argent? Parce que c'est la vraie question. Quand vous regardez le dimanche, vous voyez des voitures qui se battent pour la victoire. Mais derrière tout ça, il y a une réalité financière que peu de gens connaissent. La Formule 1 distribue environ chaque année 1,6 milliard de dollars aux équipes. On appelle ça le prize money. Et ce prize money, il est distribué en fonction des résultats du championnat du monde des constructeurs. McLaren, championne du monde des constructeurs en 2025, a reçu 133 millions de dollars. Mais ce qui est tout de même fascinant, c'est qu'Alpine, qui a terminé dernière, a tout de même reçu 56 millions de dollars pour avoir terminé dernière. Attention, je suis pas en train de dire qu'Alpine est extrêmement nul. Mais est-ce que vous comprenez réellement ce que ça veut dire? En Formule 1, même si vous terminez dernier toute la saison, même si vous ne gagnez aucune course, même si vous êtes régulièrement battu par tout le monde, vous recevez 56 millions de dollars. C'est entre guillemets le filet de sécurité de la Formule 1. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines équipes qui ont des résultats catastrophiques continuent tout de même d'exister. Mais attention, ce prize money seul, ça ne suffit pas. Parce qu'une équipe de Formule 1, ça coûte plus cher que 56 millions de dollars par an. On parle plutôt de budget qui tourne autour des 130 à 140 millions de dollars, et ça pour une équipe de milieu de grille. Donc résultat, il faut trouver le reste de l'argent ailleurs. Et c'est là que ça devient intéressant. Et pour comprendre comment une équipe survit, il faut d'abord comprendre comment une équipe tombe. Et l'exemple de Williams est parfait. Dans les années 80-90, Williams, c'est la référence absolue. C'est pas juste une bonne équipe, c'est la référence absolue. 9 titres constructeurs, 7 titres pilotes, Mansell, Piquet, Prost, Senna, Damon Hill et Jacques Villeneuve, les meilleurs pilotes du monde, passent tous par Williams. Et par exemple, en 92, Nigel Mansell gagne 9 courses sur 16. C'est une domination totale. Parce que en 97, Jacques Villeneuve est titré aussi avec Williams, ce qui, à ce moment-là, en faisait l'équipe la plus titrée du monde de la Formule 1. Et puis, tout s'effondre. Pas d'un coup, mais progressivement. La première grande erreur en 97, c'est Adrian Newey. Je vous remets dans le contexte, le meilleur ingénieur aérodynamique du monde. Et désolé pour la balle perdue, c'est peut-être pas le meilleur team principal par contre. Passons, c'est pas le sujet. En tout cas, c'est l'homme qui a dessiné les Williams pendant des années et il veut des parts dans l'équipe. Il veut être plus qu'un simple employé, sauf que Frank Williams refuse. Il exige un contrôle total de toutes les opérations de l'équipe. Résultat, Adrian Newey, frustré de ne pas avoir des parts dans l'équipe, décide de partir chez McLaren. Et ça, Williams ne s'en remettra jamais. Parce que Adrian Newey, ce n'est pas juste un ingénieur, c'est l'homme qui comprend l'aérodynamisme d'une voiture mieux que personne. Pour vous raconter à quel point l'effet Newey est énorme, quand il est arrivé chez McLaren, les performances ont décollé d'un coup. Et à l'inverse, chez Williams, là où en 97 ils ont gagné le titre avec 123 points, l'année 98 sera un chaos pour Williams, car ils auront seulement 38 points. La deuxième erreur, c'est la perte de partenariat avec Renault. Pendant des années, Renault a fourni des moteurs à Williams, et cette collaboration était l'une des plus dominantes de l'histoire de la Formule 1. Sauf que dès que la collaboration entre Renault et Williams s'est arrêtée, les performances ont chuté encore plus vite. Et à partir de 2004, on rentre dans une spirale infernale pour Williams. Et puis arrivent les années 2010. Williams survit, il marque des points, ce qui est pas mal. Ils finissent dans le milieu du classement. Pastor Maldonado gagne quand même une course en Espagne en 2012. Et cette victoire-là est la dernière de Williams jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, je veux juste que vous compreniez bien qui est Maldonado, parce que au-delà d'aller assez vite en Formule 1 jusqu'à gagner une course, il a surtout quelque chose d'hyper important, de l'argent. Tout simplement, le gouvernement vénézuélien sponsorisait le pilote. Et cet argent permettait en partie à Williams de survivre. Et c'est là qu'on arrive au premier mécanisme de survie d'une équipe de Formule 1, les pilotes payants. Pilote payant, c'est un sujet dont tout le monde parle dans les paddocks de Formule 1, mais personne ne l'assume publiquement. L'idée est toute simple. Tu es une écurie de Formule 1 qui en manque d'argent, tu regardes pas trop les performances du pilote que tu recrutes, tu regardes juste son portefeuille. Résultat, il rejoint l'équipe et grâce aux sponsors qu'il amène, l'équipe peut survivre. Et l'équipe qui illustre le mieux cette mécanique, c'est Haas. Déjà, Haas a une histoire ultra atypique en Formule 1 parce qu'elle est arrivée il y a 10 ans seulement. Et surtout, c'est une équipe américaine. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici où on parle de la Formule 1 aux États-Unis. Elle est hyper intéressante.
descente, un peu sur le même format qu'on fait ici. Mais surtout, jusqu'en 2020, As, leur meilleure performance était une 4e place. Spoiler alerte, aujourd'hui aussi c'est toujours une 4e place. Sauf qu'en 2020, avec le Covid qui fait effondrer tous les revenus du sport automobile, As se retrouve dans une situation très critique. Gunther Steiner, le directeur de l'équipe à l'époque, dira publiquement, quelques années après cette phase critique de As, nous avons réussi à survivre, c'est la seule chose que nous ayons bien faite, je pense qu'il y avait de grandes chances que nous ne soyons plus là. Ça montre vraiment la phase critique dans laquelle ils étaient. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour survivre? Ils ont trouvé deux solutions. La première solution, c'est Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Mick Schumacher arrive chez As en 2021, et soyons honnêtes sur les raisons qui intéressent As, c'est pas pour ses performances de pilote. Attention, je dénigre pas du tout Mick Schumacher, il a fait du très bon boulot en WEC, même si cette année c'est un petit peu plus compliqué en IndyCar, c'est quand même un excellent pilote, surtout comparé à la deuxième solution, vous allez voir. Mais du coup, pourquoi As le voulait si c'était pas pour les performances? Ce n'était pas non plus un pilote très connu, donc il amenait pas non plus énormément de sponsors, mais il amenait un truc, le nom Schumacher, un des noms les plus célèbres du paddock. Et réfléchissez bien à la place de As, quand vous cherchez un nouveau sponsor et que vous dites que vous avez le fils de Schumacher dans votre équipe, bah ça claque tout de suite beaucoup plus, et les sponsors, dans l'imaginaire de As, devaient venir beaucoup plus facilement. Et en vrai, cette solution a un petit peu marché, même si c'était clairement pas assez pour que As survive. Alors ils ont dû trouver une deuxième solution. Et je vous la donne en mille, Nikita Mazepin. Et ce mec-là, bien que ce soit quand même un très bon pilote, pas forcément en Formule 1, mais dans d'autres catégories, il l'a quand même prouvé, n'apporte aucun nom. Mazepin s'est connu nulle part, à cette époque-là en tout cas. Et comme je viens de le dire, il n'est pas là pour ses performances en piste. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est là? Eh bien, c'est le fils d'un oligarque russe, Dimitri Mazepin, et il est propriétaire d'une boîte valorisée à 1,9 milliard de dollars. Et le deal chez As est extrêmement simple. Si Nikita Mazepin voulait avoir un siège chez As, son père devait investir 20 millions de dollars dans l'équipe via son entreprise. Alors, vous allez voir que ça a son importance pour la suite, mais le père de Nikita Mazepin était plutôt pote avec un certain Vladimir Poutine. Je vous le pose ici, même si je pense que certains ont déjà compris où est-ce que ça allait poser problème. Le 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate. On fait pas de géopolitique, vous inquiétez pas, mais en quelques heures, tout s'effondre pour As. Leur sponsor titre, le nom de l'entreprise du père de Nikita Mazepin, appartient au père qui, comme je l'ai dit il y a 10 secondes, est pote avec un certain Vladimir Poutine. Alors pour As, garder ce sponsor, ce serait s'aligner politiquement avec la Russie. Et en 8 heures, en seulement 8 heures, parce qu'ils se sont fait défoncer de partout, As décide de retirer toutes les couleurs de la Russie, il rompt le contrat avec le père de Nikita Mazepin, et il licencie quelques temps plus tard Nikita Mazepin. Résultat, en même pas quelques jours, As perd son sponsor titre et son pilote. Tout ça parce qu'ils avaient construit leur survie financière sur un seul pilote payant. Et puis il y a aussi quelque chose de très important qu'on a beaucoup reproché à Colapinto l'année dernière. Cette année, il performe très bien, donc bravo à lui. Mais Mick Schumacher se crachait énormément. Alors le lien avec Colapinto, c'est que lui aussi s'est craché beaucoup l'année dernière. Et les gens ont beaucoup reproché, des fois avec de l'humour, mais certaines fois c'était assez lourd, que si un pilote amène énormément d'argent, mais que cet argent sert à réparer la voiture et ses dégâts qu'il a fait, ça sert à rien d'avoir ce pilote dans l'équipe. Alors attention, Colapinto performe extrêmement bien cette année, et je pense qu'on peut tous applaudir ici Franco Colapinto, parce que ce qu'il nous fait chez Alpine, c'est exceptionnel. Il a quand même terminé devant Leclerc au Grand Prix de Miami. Je sais que Leclerc a eu ses pénalités, néanmoins le résultat final, c'est qu'il est devant. Et là vous allez me dire quel est le rapport avec Mick Schumacher? Eh bien Mick Schumacher, il s'est craché lourdement sur plusieurs grands prix. Je pense par exemple à Monaco ou à l'Arabie Saoudite en qualification, ou si on prend juste l'exemple de l'Arabie Saoudite, les réparations ont coûté 1 million de dollars. Bref, je pense que vous commencez à comprendre le problème des pilotes payants. Mais du coup, revenons à Williams, parce que leur histoire ne s'arrête pas à la chute, elle continue très longtemps, et la suite est fascinante. En 2020, Williams est dans une situation catastrophique, ça vous avez compris, 0 points de toute la saison, dernier du championnat, sauf que c'est la famille Williams qui dirige l'écurie depuis 1977. Et à ce moment-là, voyant que l'équipe était en train de couler, elle a dû prendre une décision assez radicale. Ils mettent en vente l'écurie Williams. Et là, arrive Dorilton Capital, un fonds d'investissement américain basé à New York, et il rachète Williams pour 152 millions de dollars. La famille Williams quitte donc l'écurie qu'elle avait créée parce que, je cite, la vente assure la survie de l'équipe. Déjà, ils ne viennent pas juste mettre de l'argent. Et ça, c'est hyper important. Ils viennent retransformer l'équipe de fond en comble pour qu'elle puisse regagner des courses. Et dites-vous qu'ils ont découvert des trucs qui, moi, me font mourir de rire. Williams, une écurie de Formule 1 qui a 114 victoires au compteur, utilisait un tableur Excel pour suivre les 15 000 composants de leur Formule 1. Je sais pas quoi faire de l'info, c'est un truc de fou. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous gériez une multinationale dans
dans un tout petit carnet de notes avec Flash McQueen dessus. Attention, je critique pas, mais juste c'est pour l'image. Et le Flash McQueen n'est pas obligatoire, bien évidemment. Plus sérieusement, il recrute James Vols. C'est l'ancien directeur de la stratégie chez Mercedes. Donc il part d'une équipe qui à l'époque était la meilleure pour aller sur la pire équipe de la grille. Le choix de carrière, il est comme ça. Plus sérieusement, encore une fois, il est là pour redresser l'équipe et je pense que ça doit être l'un des trucs les plus stylés que t'aies à faire. Un des plus durs aussi, mais sans doute l'un des plus stylés. Tu dois remonter une écurie de Formule 1 en entier et si t'y arrives, t'es un peu le héros de ces équipes. En attendant, James Vols a été transparent dès le début. Il a dit que les années 22, 23, 24 et 25 seraient très compliquées, mais qu'il devrait trouver du rythme en 2026. Spoiler, c'est compliqué. Après, on peut pas leur en vouloir. Nouvelle réglementation, il y avait forcément des équipes qui allaient se planter et Williams est en plein dedans. Après, Williams a aussi négocié avec des très grands sponsors, type Atlassian, une entreprise technologique australienne valorisée à des dizaines de milliards de dollars et plein d'autres gros groupes en Formule 1. Je vous ai raconté les grosses lignes de la survie de Williams en Formule 1, on peut se demander pourquoi la F1 a-t-elle intérêt à ce que des équipes comme Williams ou Haas continuent de survivre? Parce que la réponse est claire, une grille de Formule 1, ça doit avoir au minimum 20 voitures, 22 cette année, mais je pense qu'on verrait mal un championnat de Formule 1 avec 12 voitures. Et on revient juste 2 secondes sur ce dont on parlait en tout début de vidéo. Il faut savoir qu'avant que la Formule 1 soit vendue à Liberty Media, le dernier recevait environ 4% des revenus totaux, et maintenant avec l'arrivée de Liberty Media, ils reçoivent 6%. L'écart entre le premier et le dernier du classement constructeur est passé de 5 fois à 2,3 fois. C'est encore une grande différence, mais c'est beaucoup plus équitable qu'avant. Et puis, il y a aussi le budget cap. La vidéo s'affiche juste ici. En plus, elle a pas très bien marché, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et pour vous la faire simplement, le budget cap va limiter et surtout, il va rendre les équipes plus équitables au niveau de l'argent dépensé pour une saison. Ça peut paraître tout con, mais là où des équipes type Mercedes pouvaient dépenser 400 à 500 millions de dollars par an, là où des plus petites équipes arrivaient seulement à dépenser 100 à 150 millions d'euros par an, l'écart était insurmontable et aujourd'hui avec le budget cap, tout ça c'est beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La première chose, c'est que la F1 est un système conçu pour survivre. Le prize money garanti, le budget cap et plein d'autres accords que je n'ai pas le temps de citer, mais tous ces mécanismes permettent aux équipes qui vivent des moments très difficiles de rester en Formule 1 et de survivre. Et la deuxième chose, c'est que pour des équipes qui sont énormément en difficulté, elles ont 2 choix. Soit elles font appel à des investisseurs comme Williams, soit elles appellent des pilotes payants comme Haas. Chacun des modèles présente des risques. Les investisseurs peuvent changer la culture d'une équipe ou même changer de nom tout simplement. Et les pilotes payants peuvent créer des dépendances hyper dangereuses. Et la troisième chose, c'est peut-être la plus importante, et on n'est pas beaucoup passé dessus, c'est que la valeur d'une équipe de Formule 1 ne dépend pas des résultats. En 2020, Williams valait 152 millions de dollars, là où aujourd'hui, elle en vaut 2 milliards. Parce que ce qui compte en Formule 1, c'est la marque, mais surtout la visibilité mondiale et l'engouement que les fans ont pour la discipline. Une équipe de Formule 1, c'est une plateforme de marketing global qui tourne 24 week-ends par an dans 20 pays différents, et ça a une valeur immense indépendamment des résultats. Alors oui, Williams a failli mourir. Oui, Haas a failli mourir. Sauf qu'ils sont toujours là. Et si les projets se concrétisent, les 2 équipes que je viens de vous citer pourraient redevenir compétitives. Pas grâce à de la chance, grâce à une reconstruction méthodique et financée par des partenaires, en l'occurrence américains, qui, en l'occurrence pour Williams, ont compris que le nom valait bien plus que des résultats en piste. Et je pense que c'est la vraie leçon de cette histoire. En Formule 1, vous pouvez tomber très bas, vous pouvez ne marquer aucun point, vous pouvez même vendre votre équipe familiale au plus offrant, mais tant que le système est là pour vous soutenir et tant que votre marque a toujours de la valeur, vous pouvez toujours vous relever. Sur ce, j'espère que ce nouveau type de format un peu plus enquête et un petit peu plus économique vous a plu. Il reviendra souvent sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine. Salut!